mon métier, la France, et pourquoi servir la France. Et quand je suis parti à l'étranger, ça m'a permis de voir à quel point j'avais de la chance d'être français. Donc j'ai encore plus eu envie de défendre les couleurs de la France. Quand je marche en France, je me sens bien. Genre, la France fait beaucoup pour les Français. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les infos, il y a plus de choses graves qu'autre chose. Mais moi, pour ma personne, ça s'est toujours bien passé pour moi en France. Du coup, c'était une manière de leur rendre de par mon métier. Voilà. À savoir qu'il y a beaucoup de véhicules qui explosent en opération. Et que voilà, on n'est pas dans Call of Duty, tu peux pas revivre quand ça arrive. Donc ouais, forcément, tu te mets une pression. Donc, moi, ce que je faisais avant chaque mission, j'appelais tous les membres de ma famille que je connaissais, ou de personnes que je connaissais bien et proches, et je faisais en sorte que ça se passe bien et de ne pas avoir de problème avec eux avant un départ de mission. Comme ça, si toutefois il arrive un truc, moi je pars, je suis bien. Lexo, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va? Ça va super et toi? Bah oui, je suis très content de te retrouver en dehors de cette house. Écoute, je suis content également, ça fait plaisir. Dans laquelle je venais animer les primes de tous les enjeux, c'était tous les jeudis. Ouais, bah là on se voit avec un peu moins de pression, moi ça me fait du bien. Parce que... Oui, et tu vas pouvoir en plus nous partager ton histoire, une histoire particulière, au-delà de ton expérience en tant qu'opener dans We Are Open sur l'application OO. Lexo, tu as été militaire parachutiste. Effectivement, j'étais militaire pendant 9 ans. Dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air de 2015 au mois de septembre de l'année dernière. Incroyable. Ouais. J'ai jamais reçu un militaire parachutiste. Ça va être donc des questions inédites. Par contre, ce que j'ai relevé, c'est que tu as dit que tu avais envoyé plus d'une fille au 7e ciel dans ta présentation. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Genre, j'ai fait partager mon savoir-faire sexuel avec plusieurs femmes qui les emmènent au 7e ciel. Bon, j'en suis sûr qu'on en parlera un petit peu plus tard. Par contre, tu m'as caché quelque chose, Lexo. Oui. Ah ouais, je suis désolé, mais alors ça, je le savais pas, tu me l'avais pas dit. J'ai pas dit quoi? Tu m'avais pas dit que tu avais participé à Date Machine sur Sixplay. Ah, mais ça, j'avais oublié. Ah oui? Et que tu étais venu pour charmer Marois et Mélanie ORL. Oui, oui, oui. Raconte-moi. Bah écoute, j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups, mais je me suis cassé les dents. Alors, laquelle tu trouvais la plus mignonne, en tout cas la plus à ton goût, parce qu'elles sont belles toutes les deux? C'est deux très belles femmes, effectivement. Après, la plus à mon goût, celle avec qui j'ai le plus accroché, je pense que c'est Mélanie. Mélanie ORL? Ouais. Ah, pourquoi t'as plus accroché avec Mélanie ORL qu'avec Marois? Avec Marois, c'était plus cordial. Qu'avec Mélanie, bah, on a beaucoup rigolé, j'ai bien aimé sa vibe, c'est tout. Du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai préféré. Alors pardon, mais moi quand je dis que c'est cordial, c'est qu'on s'entend pas très bien. Ah non, attention, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on a échangé, mais c'était plus cordial, quoi. Après, c'est de ma faute, vu que sur le coup, là, ben, notre premier échange, j'ai un problème avec les prénoms. Et ben pour Marois, ben, je me suis trompé de prénom, je l'ai appelé Maïsan. Ouais. Aïe, 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 aïe. Donc déjà, je partais dans un down. Après, elle l'a bien pris. Enfin, elle l'a pas mal pris, si je puis dire. Et du coup, après, on n'a pas pu bien échanger, bien que ça reste une très bonne personne. Je ne doute pas de son... Je ne sais pas, j'ai pas le vocabulaire adéquat, mais de sa jovialité, si je puis dire. Et mais c'était cordial, quoi. Bon, parce qu'on n'a pas plus échangé plus que ça. Alors qu'avec Mélanie, je sais pas, j'ai plus senti ce... Moi, je me demande si avec Mélanie ORL, il n'y a pas une petite incompréhension, quelque part, en tout cas un manque de transparence ou un manque de confiance en toi de sa part, à cause de cette première vidéo qu'on va voir, dans laquelle tu fais du rentre-dedans à Maïsan, on va dire ça comme ça, regarde. Non, on va en parler. Deuxième vidéo, Lexo. Mais est-ce que tu me donnerais pas ton Insta comme ça si tu vas sur Marseille, il se fait... Ah oui, pas de problème. Trop cool. Je trouve que Lexo qui échange les réseaux avec Maïsan. Ça peut être amical, je pense. J'ai l'accepte de la revoir sur Marseille. Ça peut aller. Mais j'aurais pas aimé que la vidéo dure 10 minutes de plus. Bah, dans la vraie vie, ça a duré 10 minutes. Alors, quel était ton ressenti à propos? Moi, je vais être honnête. Vas-y. Genre, t'es énervé contre Clément. Ouais. J'ai trouvé Lexo, personnellement,
plus rentre dedans que Clément, mais genre 10 fois plus. Bon, on a échangé tout bien, tout honneur, quoi. Je vois pas de rentre dedans. Bah si quand même un petit peu parce que t'as dit plusieurs fois que t'allais venir sur Marseille, genre à aucun moment t'as intégré Mélanie dans le truc, genre que t'allais venir sur Marseille, que t'étais ok. Bah oui, je t'ai proposé et t'as carrément dit oui bien sûr pas de soucis, on fera des soirées sur Marseille. C'était pas politiquement correct de dire non. Mais bien sûr que oui c'est politiquement correct, pourquoi ça veut dire que la moindre meuf qui vient te voir par politesse tu vas dire oui bien sûr on va aller à La Rochelle ensemble sur un bateau et ramer ensemble. Dis donc, elle y va fort avec toi, Maïsan. Effectivement, après, c'est Maïsan, quoi, son tempérament de feu. Maintenant, je reste sur mes dires. C'était pas du rentre-dedans, Maïsan. Elle m'a demandé mon Insta, je lui ai donné. C'était un piège? Apparemment. Elle a été piégée? Oui, après, un piège, mais moi, je peux pas dire qu'il a fonctionné, puisque elle me demande mon Insta et elle dit que si les images avaient duré 10 minutes de plus, peut-être qu'il y aurait eu plus que. Ben non, c'est de la télé. Donc forcément, de par les images qu'ils ont pris le plus grave. Donc le plus grave, c'était ça. Je pense pas qu'au bout de 10 minutes, j'aurais dit Maïsan, viens, on va boire un verre, on peut se calmer. Pas du tout. Mais toi, tu t'es senti un petit peu instrumentalisé ou pas par les filles? Instrumentalisé, non, c'est un bien grand mot. Non, elles étaient là pour trouver un copain pour Mélanie. Donc j'étais candidat, je l'assume, mais j'ai pas fait l'affaire. Je l'accepte. Après, Maïsan, c'est sa meilleure amie. Du coup, elle a fait son taf de meilleure amie, qui est de déceler les potentiels menteurs et personnes fourbes. Ah, ça, c'est une autre émission qui s'appelle Arnaqueur et Prince Charmant. Voilà, moi, je connaissais pas. Mais en gros, voilà, elle a fait son travail. Et puis, c'est bien pour elle, quoi. C'est tout à son honneur. Mais non, j'étais pas là pour draguer Maïsan, sinon je m'y serais pris autrement. Te faire play quand même, Oui. Lexo. Allez, j'aimerais qu'on parle de ton histoire de vie. Lexo, dans ta famille, vous êtes 5 enfants. Oui. C'est ça, t'as 2 petites sœurs, 2 petites sœurs et 2 frères. 2 frères, t'es le deuxième Je suis numéro 2, ouais. de la fratrie. Comment tu définirais ton éducation? Strict. Ah ouais? Très, très strict, ouais. Genre, on m'a inculqué beaucoup de principes et de valeurs qui, je pense, m'ont servi pour aujourd'hui et l'homme que je suis. Comment t'es passé de serveur à militaire parachutiste dans l'armée de l'air? En fait, c'est simple. J'étais serveur, comme tu viens de le dire. Et ça faisait 4 ans. Et ma vie, c'était tout le temps la même chose. Genre, c'était travail, boulot, coupure, reboulot, maison, dodo. Et tous les jours, c'était ça. Pas de week-end, rien. Et un jour, je suis rentré du travail tard. Hein, il devait être 1 heure ou 2 heures. Je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, j'aimais pas aller me coucher tout de suite. Donc, j'ai allumé la télé et j'ai mis un reportage. Là, c'était un reportage, comme par hasard, sur les gens qui changeaient de vie, qui ont tout plaqué pour aller loin là-bas, dans une île, ou tout plaqué pour changer de métier. Bref, quand un métier qui n'a rien à voir avec leur formation et tout. Et je me suis dit, genre là, j'ai 19-20 ans, je peux pas, toute ma vie, c'est serveur, c'est ça, là. Il manquait un truc, ça m'allait pas. Donc j'ai dit, bon, faut que je trouve un taf, faut que je bouge, ou que c'est jamais la même chose, jamais la même routine. Il me faut vraiment un travail où c'est pas la même chose, quoi. Moi, je peux pas être assis dans un bureau tout le temps faire la même chose, ça se peut pas. Du coup, j'ai vu, je me suis dit, bon, j'ai réfléchi, j'ai regardé plein de travail, je me suis documenté, j'ai vu l'armée. Donc je suis allé, déjà, je me suis documenté sur YouTube. Et après, j'ai vu qu'il y avait des métiers intéressants. Et puis, je me suis dit, bon, il ne faut pas un métier de buraliste à l'armée. Du coup, je me suis dirigé chez les commandos de l'air, les commandos parachutistes de l'air. Non mais attends, mais t'avais déjà sauté d'un parachute? Jamais. T'as pas le vertige? Non, mais ça, je l'ai appris en sautant que je l'avais pas. Mais attends, mais c'est quand même fou de se dire, j'en perds les mots, tu vois, je vais postuler pour être militaire parachutiste. En fait, comme je t'ai dit, il me fallait vraiment un changement du tout au tout, un truc qui me casse ma routine. Et je me suis dit que bon, c'était ça, vu que quand tu es commandant parachutiste, tu pars 1 fois par an en mission minimum, et que tu fais des sauts à peu près dans toute la France, tu t'entraînes beaucoup, ça te maintient une bonne condition sportive. Ça t'apporte des valeurs et des principes que peu de personnes ont. Il y a des tests, comment ça se passe quand on veut devenir militaire? C'est quoi le parcours, Lexo? Oui, tu as des tests. Donc déjà, tu as une première approche auprès d'un CIRFA. Donc tu poses un dossier, lui te documente sur ce que tu peux ou ne pas faire.
Derrière ça, ben, si tu remplis les critères pour faire parachutiste, ben, tu envoies un dossier. Après, tu passes à un entretien. Pour ma part, c'était à Vincennes. Un entretien physique, sportif et des tests psychotechniques. Si tu les réussis, ben, tu passes un premier step. Deuxième step, tu as un entretien à toi avec un membre des commandos parachutistes et un psychologue. Si tu réussis ça, là je te parle de ça, c'est sur 3-4 mois. Après, si tu réussis ça, ben, tu es pris déjà pour faire ta formation militaire élémentaire. Donc tu pourrais être militaire de base. Avant de faire ton métier, tu es militaire, donc tu fais tes classes, ça dure 2-3 mois. Je les ai faites à Saintes. Ah, dis donc, c'est Secret Story le truc, hein. Non, franchement, c'est un long parcours, c'est à peu près 1 an de formation. Derrière ça, tu fais un premier stage commando, juste pour être commando. Donc c'est un stage, c'est le b.a.-ba du commando. On t'apprend à tirer, on t'apprend les formations de combat. Alors c'est quoi déjà faire ces classes? Les classes, c'est, ben, t'apprends à marcher au pas, t'apprends le salut, t'apprends la hiérarchie, les grades. Comment on marche au pas? C'est Ces trucs comme ça, là? ouais, c'est ça, marcher au pas, etc. Ok, et c'est quoi le salut? Le salut, c'est le salut. Bon, là, je suis pas en tenue, normalement, tu salues pas en tenue, mais T'as pas le droit de le faire? voilà. Bah, je peux te saluer, genre là, parce qu'on est entre nous, je suis pas à l'armée, mais dans la base, et, bref, commando à commando, tu ne salues pas, c'était pas. Ben, apprends-moi quand même à faire un salut militaire. Ben, genre, c'est simple. Tu es là, tu te mets au garde à vous. Après, tu salues comme ça, tu salues ton gradé. Et admettons, tu es le plus gradé, et ben moi, je descends pas la main tant que tu l'as pas descendu. C'est pas vrai. Ouais, c'est-à-dire que tu l'as descendu, je la descends. Et C'est là, la monarchie le truc. non, c'est des règles de respect, de base envers la hiérarchie. Genre, sinon, s'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a plus d'ordre et c'est l'anarchie pendant un combat et tout. Genre, si tu respectes pas celui qui donne les ordres, ben, tu peux mener ton groupe de combat à la perte. En gros, c'est ça. Donc en fait, dans l'armée, il y a une véritable culture de la hiérarchie et du respect de l'autorité de la hiérarchie. C'est important, c'est important. Et la subordination, c'est puni, tu peux faire du trou et tout. L'insubordination, c'est le fait de manquer de respect ou de répondre même Voilà un gradé. à la hiérarchie. Voilà. Après, c'est comme ça, c'est l'armée. Quand tu signes, tu sais à quoi t'attendre, donc t'es pas censé te plaindre. Comme pour quand on te fait ramper dans la boue, tout ça, genre, t'es là pour ça. Mais il y a des abus. Ben, moi, j'en ai pas vu. Mais oui, c'est sûr, comme dans toute chose, il y a des abus. Mais il reste très, très minime, tu vois. Genre après, pour ce qui est de ramper dans la boue, les pompes et tout, à savoir qu'il t'en a, ils payent pour faire des stages comme ça. Donc c'est genre, nous, on payait pas. Mais en gros, ça te forme vraiment à la rusticité. Et au-delà de ça, ça t'apporte des valeurs et de très bons souvenirs. Parce que sur le coup, ben, tu ne rigoles pas. Mais là, maintenant que j'y suis plus, bah, c'est de bons souvenirs à raconter. Et puis ça m'a apporté une bonne expérience de vie. Eh ben moi, dis donc, je paierai pas quand même hein, pour faire tout ça. Je peux te le dire. Ça dépend. Hein. Sur 2-3 jours, pour voir ce que c'est. J'en suis malade d'avance. Donc une fois que tu as fait tes classes, donc ça dure 2-3 mois, c'est ça, on t'apprend à tirer. Pendant tes classes, tu apprends à tirer. Ah, ok, donc c'est pour la première fois, tu avais une arme en main? Ouais, c'était pendant les classes, c'était un FAMAS à l'époque. Donc on t'apprend à tirer au FAMAS et au PMAG1. C'est quoi le FAMAS? C'est une arme d'épaule, une arme longue où tu tires. D'accord. Et le PNAG1? PAMAG1, c'est un PAMAG1. pistolet à point. Genre, ok. Où tu tires. Voilà. C'est impressionnant ou pas? La première fois, oui, c'est pas donné à tout le monde de tenir une arme à feu. Mais au fur et à mesure du temps, il y en a, ils ont peur, il y en a, ils n'osent pas. Moi, je me suis dit, bon, je serai amené à être commando. Donc, je dois me former au métier des armes et être à l'aise avec ça. Tu réalises, au départ, quand tu commences ce métier, la puissance que tu as entre les mains, le pouvoir de technologie, d'énergie qu'il y a à l'intérieur de cette arme? Ouais, bah, t'as plutôt intérêt, parce que si tu te trompes à la moindre erreur, bah, c'est une arme, c'est fait pour tuer. Donc, il faut vraiment que tu réalises ce que tu as entre les mains pour pouvoir être safe plus tard et savoir les dangers. Ils te documentent beaucoup sur les incidents. Tu as beaucoup de règles de sécu, de trucs, donc c'est pour ça qu'il y a très très peu d'accidents. Et en général, si ça tire, c'est que ben, soit ça tue pas, soit c'est fait exprès. Mais il y a très très peu d'accidents sur ça. Genre, c'est vraiment que c'est très très encadré. Alors comment tu arrives à être commando? Ben, une fois que tu as fait tes classes, donc là, tu es militaire de base. C'est-à-dire, voilà, Sam, tu es militaire, point. Attends, qu'est-ce que tu fais à l'armée? Oh, je ferai pas 2 minutes, moi, dans l'armée. Je tiendrai pas.
Là, on y vient à ta formation de ce pourquoi tu as signé à l'armée. Donc moi, c'était les commandos. Donc j'ai fait un premier stage de 5 semaines, qui est le stage équipier fusilier. Donc là, on m'a appris le métier de base pour pouvoir protéger les bases en France et en opération extérieure et pour avoir le béret. Donc tu fais ton stage, il dure 5 semaines, là tu apprends à tirer, tu apprends les métiers du combat, tu apprends à utiliser l'armement, le matos, à faire ton sac, à camper. Bref, c'est tout un cursus de formation qui dure 5 semaines. Une fois que tu as ce stage, là tu es équipé fusilier. Donc là tu es apte à travailler en base aérienne, tu es apte à utiliser des armes. Et tu peux ne pas le passer, ce stage? Ben, si tu ne le passes pas, soit tu fais un autre métier, tu fais une réorientation dans un autre métier de l'armée de l'air. Parce qu'ils peuvent très bien, la hiérarchie, enfin les autres gradés, dire « Ah non, je suis désolé, mais il est naze ». Ah oui, oui, non, mais le stage, tu le passes, mais tu peux le rater. Ok. Ah oui, c'est un stage que tu passes, mais tu peux le rater. On peut te dire non, tu ne fais pas l'affaire, soit tu es trop dangereux, soit tu n'as pas les prérequis, ou soit tes résultats ne sont pas suffisants. Donc, dans ce cas, ils vont te dire bon, écoute, tu fais pas l'affaire pour ce métier, soit tu changes, soit ben, l'armée, c'est fini. C'est pas pour toi, c'est terminado. Voilà. Et vous voyez des psys quand même ou pas? Oui, oui, tu as un psy avant de partir en mission, tu as un psy en rentrant, et tu as un psy qui est à dispo. Dès que tu as besoin de l'appeler, tu l'appelles, tu vas le voir. C'est un psy militaire aussi? Oui, c'est un psy militaire. Après, tu peux aller voir un psy civil. Bref, tu as beaucoup de trucs, mais tu seras toujours orienté. Ils ne vont jamais te laisser là, comme ça, dans la maison. Et tu te souviens de ta première vraie mission? On oublie les stages, on les met de côté, on oublie la fiction pour la réalité, pour le coup. Comment tu le vis, ta première mission? Comment tu la vis? Ma première mission, c'était long. C'était au Tchad. Genre, je devais faire 4 mois de base. Donc j'y suis allé, bref, ça se passait bien et tout, je faisais mes trucs. Et au bout de 2 mois, ils m'apprennent que je vais faire 1 mois et demi en plus. Non, 1 mois de plus, je crois. Donc 5 au lieu de 4. Voilà, donc là, je me suis dit, waouh, c'était long, à savoir qu'à cette époque-là, j'étais en couple, donc c'était pas facile pour la vie de couple, vu que t'es déjà pas là 2 mois. On te dit que tu rentres 1 mois après, donc ça, je l'ai pas dit tout de suite. Je l'ai dit peut-être 1 semaine avant la fin des 4 mois que je referai 1 mois de plus. Ça passe mieux que de dire que, bon, bah, au lieu de rentrer dans 2 mois, je rentre dans 3. Derrière ça, ben, tu as beaucoup de trucs à gérer en France. Et puis là-bas, c'est long, tu dors pas beaucoup, tu as la pression, tu es tout le temps avec les mêmes personnes. Genre, tu peux pas décompresser, tu peux pas dire vas-y, je sors, là, je vais au centre commercial. Tu es vraiment enfermé avec les mêmes personnes. Il fait chaud, c'est loin, tu n'as pas beaucoup d'internet. Bref, tu es coupé de ton monde à toi, pas du monde, mais de ton monde en France où tout est bien, où tu peux sortir, où tu es libre de faire ce que tu veux. Et cette première mission au Tchad, est-ce qu'elle est périlleuse? Est-ce qu'elle est dangereuse? Comment tu l'estimes pour une première mission? Périlleuse, dangereuse, non. Mais elle est éprouvante, longue et psychologiquement c'était dur. Parce que c'était la première, donc j'ai pas l'habitude, on m'a sorti de ma zone de confort. Mais c'est bien parce que pour le reste, après ça m'a... Je me suis dit, bon, j'ai fait le Tchad, j'ai fait 5 mois, il restait des 4 mois, donc déjà le temps c'était moins long. Je savais à peu près à quoi m'attendre, donc c'était plus chill, quoi. Je l'ai vécu de manière plus chill, si je puis. T'as des missions qui ont été plus dangereuses que d'autres? Oui, c'est sûr, j'ai eu des missions qui étaient plus périlleuses que d'autres, plus risquées. Par rapport à quoi? Bah, au danger que représentait la mission. Et j'ai eu certaines situations qui ont fait que c'était très, 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 très dur, quoi. Quel type de situation? Là, je pourrais pas t'en parler comme ça. Ah, t'as pas le droit? Ouais, non. Ah, t'es tenu par le secret de la confidentialité encore? Pas tout dire. Mais ouais, je suis tenu pour j'ai un devoir de réserve, c'est en gros. Et je peux pas tout dire, tout te dévoiler comme ça. Ok, alors moi je te demande pas les détails, les noms, les personnes en question et tout, mais quelle situation a fait que tu t'es senti en danger et où tu as dû te défendre? C'est un métier que je connais pas, donc tu vois, c'est la première fois que je m'y intéresse. Où j'ai dû me défendre, bah, il y en a eu qu'une. Genre, j'ai pas utilisé mon arme, mais genre, la base a été prise à partie. À un moment où on m'a réveillé, on m'a dit d'aller, voilà, là, ce truc. Donc là, je me suis dit, bon, là, c'est là, on se fait attaquer. Bon, il y a moyen que, fort heureusement pour moi, ça n'est pas arrivé.
Il y a moyen que tu meurs, c'est ça? Voilà. Ils ont été repoussés avant que ça arrive à moi. Donc là, c'était bon. Repoussé ou tué? Oh, C'est pareil. voilà. Après, derrière ça, tu as eu des moments où, vas-y, on est en mission. Là, ils disent, bon, là, tu passes dans une zone hostile, il y a une buse, là, à tout moment, ça peut péter, ton véhicule peut péter, donc à tout moment, tu n'as plus de jambes. Donc là, tu prends un grand souffle, tu souffles sur toi, à savoir qu'il y a beaucoup de véhicules qui explosent en opération, et que, voilà, on n'est pas dans Call of Duty, tu peux pas revivre quand ça arrive, donc ouais, forcément, tu te mets une pression. Donc, moi, ce que je faisais avant chaque mission, j'appelais tous les membres de ma famille que je connaissais, que je connaissais, ou de personnes que je connaissais bien et proches, et ben, je faisais en sorte que ça se passe bien et de ne pas avoir de problème avec eux avant un départ de mission. Comme ça, si toutefois il arrive un truc, moi je pars, je suis bien. Mais Lexo, comment est-ce qu'on appréhende la vie quand on fait un métier où on sait que notre vie peut s'arrêter? Bah, tu te prends moins la tête. Il y a des trucs, genre des futilités que certaines personnes ils vont s'embrouiller pour ça. Moi, je vais me dire, ça sert à rien, il y a plus grave dans la vie. Après, c'est de parler avec les locaux aussi là-bas, qui ont fait que quand j'arrive ici, je me rends compte de la chance que j'ai d'être français, de vivre sur le territoire français, et d'avoir certains privilèges que d'autres personnes à l'étranger n'ont pas. C'est quand même un engagement particulier, très singulier, le fait de se dire je vais faire un métier où je peux mourir. Ouais. Je veux dire, on est très peu sur cette planète à faire des métiers où on se dit je fais un métier où je peux mourir. Après, tout militaire, il se dit la même chose, c'est que ok, tu peux mourir en mission, mais tu as autant de chances de mourir d'un accident de voiture ou d'une crise cardiaque lors d'un saut à l'élastique ou un truc comme ça, tu vois. Donc en soi... Pas si on fait pas de saut à l'élastique. Mais dans tous les cas, ouais, le pourcentage de chance, je pense que c'est le même, tu vois. Ouais, mais ça dit quoi de ta personnalité quand même? De dire je m'engage dans un métier où je peux perdre ma vie. T'es dans des terrains hostiles qui sont en conflit. Bah en fait, moi, je le voyais en mode bah, si je dois partir, je dois partir, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire que tu tiens pas à la vie? Ah si. Mais j'étais en mode bah, si je dois partir, je dois partir. C'est comme, je sais pas comment, je me suis pas dit, peut-être je me suis sorti, c'est mon destin de partir à ce moment, à cette période-là de ma vie, bah, je partirai là. C'était l'adrénaline du métier qui te plaisait aussi, qui t'animait? L'adrénaline, oui et non, genre, parce que je ne joue pas avec ma vie. Mais ouais, c'était plus servir mon pays et voilà, avoir cette fierté-là de servir la France. Et elle vient d'où, cette envie justement de servir son pays? Tu disais, tu as dit quelque chose là il y a quelques secondes, tu as dit en parlant avec les locaux sur place quand j'étais en mission, je me rendais compte que j'avais de la chance que j'avais d'être français. Bah, en fait, de base, quand j'ai signé, c'était purement égoïste, c'était pour moi. Voilà, j'ai appris à aimer mon métier, la France, et pourquoi servir la France. Et quand je suis parti à l'étranger, ça m'a permis de voir à quel point j'avais de la chance d'être français. Donc j'ai encore plus eu envie de défendre les couleurs de la France. D'ailleurs, tu me l'as dit, je vis pas pour moi, je vis pour la France. Voilà. Je veux dire, c'est fort, il y a la plupart des Français disent pas ça. Oui, après, je ne suis pas la plupart des Français. Mais ouais, non, c'était vraiment pour l'unité, le groupe. Et le groupe, là, c'était mon commando, et après, c'est devenu la France. Et pourquoi tu as tant de patriotisme en toi? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Genre, je marche en France, je me sens bien. Genre, la France fait beaucoup pour les Français. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les infos, il y a plus de choses graves qu'autre chose. Mais moi, pour ma personne, bah, ça s'est toujours bien passé pour moi en France. Du coup, c'était une manière de leur rendre de par mon métier. Voilà. Il t'est arrivé d'être sur des missions où tu n'étais pas forcément en accord avec la raison de ce pourquoi tu étais sur place, mais tu le fais parce que c'est ton métier, parce que tu obéis aux ordres en tant que militaire, commando parachutiste. Bah, ils vont pas nous dire que... en gros, mon domaine de compétence ne me permettait pas de savoir pourquoi je faisais cette mission. Donc moi, c'était, voilà, là, il faut escorter cette personne-là, il faut aller chercher ça là.
je m'exécute, je fais. Mais c'était pas de mission de ouais, il faut aller tuer un tel, il faut aller faire ça. Là, c'est une autre histoire. Mais là, ouais, non, je me posais pas la question. Tout à l'heure, tu parlais de repousser des ennemis qui attaquaient une base dans laquelle tu étais. Et à ce moment-là, tu avais compris que ta vie était en jeu, qu'il fallait défendre les collègues, la base, la mission. Voilà. Repousser, on a compris, même si tu ne le diras pas, que ça peut vouloir dire aussi éliminer, Oui. tuer. Même si les personnes en face sont considérées comme des ennemis, est-ce que c'est une sensation particulière de se dire j'élimine des personnes, je contribue à éliminer des humains? Bah, c'est le principe de la légitime défense. Tu tues pas parce que tu as envie de tuer, tu te défends. Genre, moi, quand je vais, admettons, si je dois tirer sur quelqu'un, je vais pas vouloir la tuer. Déjà, dans un premier temps, il y a des conventions à l'armée. On a la Convention de Genève on ne peut pas tuer comme ça gratuit, sinon ça fait un crime de guerre. Donc dès que tu vas tirer, il y aura toute une enquête qui sera faite pour justifier ton tir, déjà. Et moi, dans ce cas-là, je me suis dit que c'est comme si c'était ma famille derrière que je devais protéger. Et pour pas qu'on tue ma famille, je vais devoir rétorquer. C'est comme si moi, je suis face à toi, je sais pas, j'ai 8 ans, toi, tu es face à moi, derrière toi, il y a toute ta famille. Hein. Et moi, je suis là, j'ai un fusil et je vous pointe tous. Il n'y a que toi qui es armé. Est-ce que tu vas tirer? Ça, c'est propre à toi, je te demande pas de réponse. Il n'y a que toi qui connais la question. C'est très délicat, mais je peux te répondre si tu le souhaites. Ah, c'est comme tu veux, moi. Voilà, si je suis attaqué et que ma famille est derrière, oui. Voilà, donc c'est plus pour... c'est plus comme ça qu'il faut voir la chose. T'as déjà eu envie de tout arrêter? Tout arrêter, ouais, parce que c'est beaucoup de pression. Mais je me suis dit non, je vais finir mon contrat et après ça, voilà, je ferai autre chose. Pourquoi tu m'as dit, en préparant cette interview, en Afrique, j'avais une pression que personne ne peut comprendre? Quand nous, les militaires, on est en Afrique, il n'y a que les militaires qui sont déjà partis en Afrique qui peuvent comprendre cette pression. Genre, quand moi j'appelais... par exemple, ma conjointe, mon ex-conjointe en France, je lui expliquais que j'avais pas beaucoup de temps de téléphone. Et elle me disait, mais je comprends pas, t'as ton tel toute la soirée. Je lui disais, oui, mais j'ai mon tel toute la soirée, mais dans mon temps de soirée, il y a à peu près 4 heures, il est 20h jusqu'à minuit, 1h. J'ai besoin de temps pour me doucher, pour aller à la salle de sport, du temps pour moi, parce que des fois, oui, j'ai envie de rien faire. Genre, on a tous envie, des fois, on est là et on fait rien. Donc ça, oui, ça fait partie de mon temps. Et il n'y a pas qu'elle que je dois appeler. Donc quand elle me prend 1h30 de téléphone, plus ma salle de sport, plus ma bouffe, plus mon temps de j'ai envie de rien faire, il doit me rester 10 minutes pour appeler ma mère, mon frère, mon cousin, mon meilleur pote, ma cousine, dire à tout le monde que je vais bien. Et ça, même en l'expliquant, ils ne peuvent pas comprendre. Pareil, il va m'arriver c'est comme là tu es au travail. Admettons, tu as une embrouille au travail, tu rentres chez toi, la personne, elle ne peut pas comprendre pourquoi tu rentres et tu es un peu agacé, même si tu lui expliques. Elle va se dire, c'est pas la peine de te défouler sur moi. Oui. Voilà. Sauf que en Afrique, c'est multiplié par 100 parce que cette pression-là, elle ne part pas, tu ne quittes pas le travail. C'est-à-dire que il est 18h, à 18h01, même si tu as fini, tu es toujours au travail, tu vois. Donc tu ne peux pas extérioriser, tu sors dehors, tu es quand même au travail, tu cours 1 heure, tu es toujours au travail, tu as toujours cette pression de à tout moment on t'appelle, tu as un ordre, tu as un truc, tu as un ceci, tu es fatigué parce que tu dors pas beaucoup, et tout ça tu dois le temporiser quand tu es au tel avec la personne et tu dois dire qu'elle comprend pas, donc tu dois comprendre qu'elle comprend pas, et donc voilà quoi, temporiser le bail. Et cet exercice-là, ça m'a beaucoup appris pour aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez vu dans la house que j'ai beaucoup de sang-froid et que je me dis, c'est pas grave, je vais rien dire, elle comprend pas, elle est pas comme moi. Voilà. Donc je suis quelqu'un, je me mets beaucoup à la place des gens et j'explique toujours le comportement qui n'est pas explicable des gens. Ok. On comprend mieux pourquoi tu comprends que les humains ne sont pas sur la même fréquence. Voilà. Et que parfois, ça ne sert à rien de tenter impérativement à rentrer dans une fréquence que l'autre ne partage pas. Exactement. Donc c'est ce que je me dis. Donc des fois, je me prends pas la tête, je dis, il n'y a pas de problème, tu as raison. Et je me dis, des fois, l'excuse, c'est juste que
mais la personne en face de toi, elle comprend pas. Elle n'est pas à même de comprendre ce que tu essaies de lui expliquer, et c'est même pas de sa faute. Et ben en parlant de fréquence, justement, dans la house, il y a eu une altercation que tu as eue, notamment avec Alice, qui était assez tendue, et pour le coup, vous n'étiez pas du tout sur la même fréquence. Je vous propose de revoir cet extrait vidéo, de le découvrir si vous ne l'avez pas vu, et tu pourras juste nous expliquer le contexte, hein, avant de nous expliquer pourquoi tu as tenu ces propos-là, qu'est-ce qui t'a pas plu dans les propos d'Alice, mais nous expliquer pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Regardez. Vous êtes toujours les mêmes personnes en fait qui sont énervées par rapport à ces... C'est les mêmes personnes qui Mais alors confinement, c'était pas ciblé en fait, on fait ça plaît. Voilà, si tu préfères. C'est un propos. Mais aucunement, je parle. Tu regardes mon cercle d'amis, il y a énormément de personnes de couleur ou quoi. Ah ben non, là c'est un propos. Et quand tu dis, ouais, je changerai pas tout ça, c'est... Et ben, je changerai pas. Parce que depuis tout à l'heure... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte est arrivée cette joute verbale entre Alice et toi? Ok, il n'y a pas de problème. Donc déjà, il faut savoir que de base, j'ai rien contre Alice. Premièrement, c'est plus contre ses propos. On était en soirée dans l'émission We Are Open et elle était en altercation avec Anaïs. Donc là, ils étaient en train de s'embrouiller. Jusque-là, rien de choquant. Donc ils s'envoyaient des balles. Après, ça commence à s'attaquer sur le physique. Donc là, on a dit stop, pas le physique. Donc jusque-là, ok, ça ne me concerne pas. Je regarde, je suis spectateur. Et il y a un moment où elle dit à Anaïs, elle lui dit un truc, je ne sais plus ce qu'elle lui dit. Elle lui dit ouais, mais moi je suis comme ça. Et Anaïs, elle lui dit ouais, mais ça c'est parce que tu viens du bled. Alice. Ouais, Alice, elle dit à Anaïs ouais, mais ça c'est parce que tu viens du bled. Moi j'entends ça, mais sur le coup, je réalise pas. Et c'est après 5-10 minutes, je me dis mais attends, elle a dit un truc de ouf là. Genre là, je vois la soirée continue et tout. Et moi, dans ma tête, je craque, mais je veux pas niquer le délire du live, tu vois. Donc je me dis, bon, là, vas-y, on est encore en live. Pour pas faire grosse polémique, je me dis, on va attendre qu'ils coupent le live pour pouvoir en discuter. Comme ça, il n'y aura pas d'image pour Alice, encore une fois, tu vois. Sauf que, moi, je craque. Alice, elle se barre, on est posé à table, on en rediscute. Donc là, j'en discute avec Léo, Arnaud, il y a Anaïs sur le côté, Virgile, Jason, on est tous là. Et moi, je dis, non mais attendez, vous êtes des ouf là, ce qu'elle a dit, c'est un truc de ouf, c'est chelou et tout. Et ils disent, ouais, elle aurait pas dû dire ça et tout. Donc là, ok, là, je suis d'accord avec eux, là, ouais, elle aurait pas dû dire ça, il n'y a pas de problème. Du coup, on continue de parler, on parle de ça, Alice, elle arrive. Et là, je vois tout le monde, ils essayent de temporiser, ils parlent plus et tout. Moi, je dis non. En fait, ça n'existe pas, ça. Du coup, je dis, oui, elle a eu des propos racistes. Non, j'ai pas dit raciste sur le coup. J'ai dit, mais elle a eu des propos bizarres et tout. Et elle s'assoit en face de moi. Donc là, encore une fois, je suis dans un élan de pas vouloir la brusquer. J'attendais juste qu'elle dise, oui, j'avoue, j'aurais pas dû dire ça. Mes propos ont dépassé mes pensées. Bref, qu'elle me sorte un truc, qu'elle regrette d'avoir dit sexe et qu'elle reconnaisse que ça se dit pas. Donc je lui dis, écoute, là, ce que tu as dit, c'est une dinguerie et tout. Et elle est là, non, j'ai rien dit et tout. Et je dis, mais t'as pas rien dit là, ce que tu as dit, c'est un truc de ouf, tu es au courant que ça se dit pas. Elle me dit, non. C'était dit pour blesser? Mais que ce soit dit pour blesser ou pas blesser, ça se dit pas. Non, mais l'intention, elle peut être importante. Sur le coup, je pense que ouais, c'était plus pour blesser, mais pour moi, elle le pensait pas, quoi. Tu vois, genre c'était plus une défense, tu vois. Non, mais parce que ça veut dire quoi parce que toi, tu viens du bled, c'est ça, hein? Bah ouais. Mais ça veut dire quoi, en fait? En gros, ça veut dire, c'est comme si je te dis, Lexo, t'es violent parce que tu viens du bled. Donc tous ceux qui viennent du bled, ils sont violents. Ou Lexo, je sais pas moi, t'es un flemmard parce que tu viens du bled. Ou Lexo, je sais pas moi, t'es moche parce que tu viens du bled. C'est une dinguerie. Alors, tu mets tout un groupe de personnes dans le même sac et tu les associes à ce défaut. Donc ça veut dire ça. Donc c'est au même titre de dire c'est parce que t'es noir. Tu vois. Genre, quand elle voit Anaïs, elle voit une blédarde. Elle voit pas Anaïs.
Et ça, ça change tout. C'est comme si là, tu me vois, tu vois pas une personne, tu vois un noir. Voilà, et lui, il est pas comme moi, il est noir, donc il est noir, donc il est agressif, il pue, tu vois, ça a la même connotation en fait. Et c'est ça qui est pas acceptable. C'est un amalgame. Du coup, moi, j'essaie de lui faire dire que ses propos, ils n'ont pas lieu d'être, sans dire qu'ils sont racistes. Elle comprend pas. Mais c'est même pire, c'est-à-dire que la situation, elle devient encore plus tendue à ce moment-là, quand elle te répond, c'est qu'avec les gens comme vous que j'ai des problèmes. Non mais là, c'est aller crescendo, c'est une dinguerie, parce que j'essaie de lui... Sans m'énerver, hein, j'essaie de lui expliquer que ça se dit pas, que c'est pas bon, que voilà, il faut pas dire des trucs comme ça, mais toujours dans le... Pour l'instant, je suis calme, hein. Et là, plus on parle, plus il y a des trucs de ouf. C'est toujours avec des gens comme vous que vous n'êtes pas contente. À un moment, elle a dit... si vous voulez qu'on arrête d'être raciste, arrêtez de penser qu'on l'est, d'être des propos. Et moi, je craque. Et je regarde autour de moi. Hein. Et genre, tout le monde, personne ne dit rien. T'étais le seul à l'ouvrir. Ouais, mais là, j'ai pété les plombs. Moi, j'attendais que quelqu'un dise, wesh, mais Alice, là, t'abuses, là. Ouais, non, mais c'est toujours avec des trucs comme vous. Eh ben non, je changerai pas. Et là, elle est focus sur ses propos. Et là, je pète un plomb, je craque. Et je dis, voilà, ton propos, il est raciste. J'ai pas dit que t'étais raciste, mais ton propos, il est raciste. Et là, non, il est pas raciste. Bah ouais, je continuerai et tout. Moi, je craque. C'est-à-dire là, je te le dis, que c'est raciste. Comme ça, tu me dis, ton propos, il est homophobe. Mais tranquille, t'es pas éduqué sur le sujet, je te le dis. Et moi, je te dirais, ben vas-y, il n'y a pas de problème. Au même titre que Elisa a pu te dire, ça ne se dit pas de me dire que je suis naine. Voilà. Donc là, soit, il y a deux choix. Non, mais ça, c'est toi qui le dis. Moi, je dis que t'es non, mais je suis pas discriminatoire. Non, tu vois ou pas? Donc là, j'explique ça et elle me dit, non, je changerai pas. Donc là, tu revendiques le fait d'être raciste parce que je t'ai dit que ton propos, il était raciste. Tu le sais. Je t'ai documenté. Quand tu sais et que tu fais la même chose, c'est que là, tu revendiques le fait d'être raciste de par tes propos. Donc là, c'est une autre histoire. Donc là, je lui explique que mais c'est du n'importe quoi, là. C'est revendiqué, on est en live, elle le sait. Et son excuse, c'est quoi? Non, mais arrêtez de vouloir abuser, vous prenez la mouche pour rien dès qu'on parle de vous. Et là, tous ses propos, c'était vous. Alors là, elle visait toute une communauté. Là, j'ai craqué, j'ai dit c'est trop. Là c'était trop pour moi. Parce qu'il y en a, ils voient le racisme comme juste, ouais, retourne au bled. Oh. Ça, c'est du racisme. Mais c'est du... Genre, c'est ça, là, du racisme. En dessous, t'as des gens qui meurent. T'en as, ils meurent parce qu'ils sont noirs. T'en as, ils sont battus pour qu'on ait notre indépendance, pour l'abolition de l'esclavage. T'en as encore qui vivent du racisme. T'en as, ils vont postuler dans des métiers. Ils sont pas pris parce qu'ils sont noirs. T'as des endroits où... Ils sont obligés de ne pas mettre leurs photos parce qu'ils veulent avoir les mêmes chances que tout le monde. Voilà. C'est vrai. Ben, ça, c'est quelque chose que visiblement, elle n'a pas connu, donc elle ne peut pas comprendre. En fait, je ne peux même pas dire qu'elle ne peut pas comprendre, parce que normalement, je te l'explique, tu devrais dire « Ah ouais, j'avoue dinguerie. Si ça m'arrive, j'aimerais pas. » Donc, c'est là où j'étais pas d'accord. Et ce qui m'énervait encore plus, c'est qu'à côté de moi, j'avais Aileen, qui est une personne de couleur aussi, et qui est en train de défendre ses propos avec un discours que je ne comprends pas. En disant quoi? Elle me dit, non mais moi je vois la personne humaine. Bon, tu me dis ça, bon, je peux me dire que t'es con, mec. Vas-y, il n'y a pas de galère, tu essaies quand même de la défendre. Mais derrière ça, il y a, ouais, mais vous aussi, quand vous lui dites la marquise, c'est raciste. Ben là, j'ai pété les plombs. Puisque déjà, la marquise, ça vient pas de moi. Et quand les gens, ils l'appellent la marquise, ça ne la dérange pas. Je ne sais pas si c'est la marquise, mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas des gens qui sont morts parce qu'on lui a dit la marquise. Disons que ça n'a pas la même connotation péjorative. Voilà. Donc quand elle dit la marquise, elle est fière, elle le revendique, elle marche comme ça, etc. Genre, elle est fière de représenter la marquise. Moi, je ne suis pas fier de représenter un blédard qui est noir, qui pue, c'est pas ça le noir, c'est pas ça, tu vois ou pas. Et quand je lui explique ça à Aileen, elle essaie de me faire passer pour un con, que c'est moi qui abuse, etc.
Et là, j'ai craqué. Je l'ai mis dans le même sac. J'ai dit, mais ça m'a déçu d'elle. Parce que moi, quand elle me parlait, je me suis dit que c'est quelqu'un de rationnel qui essaie de comprendre. Et j'étais même pas en train d'attaquer Alice à ce moment-là. J'étais en train d'attaquer ses propos qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, j'ai pas compris. Non, parce qu'en plus, on le voit dans la séquence, tu es beaucoup dans la pédagogie. Tu as dû faire preuve d'un self-control. Mais de fou. Incroyable. Ah oui, en plus, il y a ça, plus le ferme ta gueule, qui, Alice, dès qu'elle me voyait, la première chose qui lui sortait dès qu'elle était énervée, c'est ferme ta gueule. À savoir que moi, t'as la langue française qui est riche en vocabulaire. Tu peux t'exprimer autrement que de par dire ferme ta gueule. Mais c'est d'une bassesse, je trouve, là. C'est un argument très bas, tu vois, ça n'a rien à faire là. Donc, dès qu'elle m'a dit ça, moi, je savais que là, je pouvais plus parler avec elle. Et donc là, je ne pourrais rien faire pour elle. Donc, moi, j'ai dit à tout le monde, avec Yezer y compris, ceux qui parlent avec Alice, vous ne parlez plus avec moi. C'est que vous cautionnez son comportement. Donc moi, vous ne parlez plus avec moi. Donc elle a été écartée par la production? Oui, après la production, ils l'ont écartée. Ils ont vu que ces propos-là n'avaient pas lieu d'être et ils ont décidé de prendre des sanctions vis-à-vis d'Alice. Donc là, on ne leur a rien demandé, donc j'ai trouvé ça très cool de leur part. Donc ouais, après, elle est partie. Et je ne me suis pas dit, waouh, trop bien. Je me suis dit, c'est normal. Parce que ça aurait été moi qui aurais eu des propos de la sorte envers quelconque communauté, je ne serais plus là, genre. Et ça aurait été normal. Donc voilà pourquoi, quand elle est partie, j'ai pas... Par la suite, elle s'est excusée dans un audio, enfin dans un écrit qu'elle avait fait sur Aja, pour Aja, parce qu'on en avait parlé. On avait débriefé cette séquence. Non, mais je me dois de le dire. Oui, elle s'est excusée. Après, moi, voilà, c'est ceux qui veulent entendre ses excuses, ils l'entendent. Moi, pour ma part, je n'ai rien à faire. C'est quand j'essaie d'expliquer pédagogiquement que ça n'avait pas lieu d'être, qu'il fallait dire « Ah oui, vas-y, pardon, j'avoue ». Et qu'il ne fallait pas me dire « Ferme ta gueule ». Donc, pour le ferme ta gueule, j'ai rien dit, j'ai pris ma foudre. Mais il y en a beaucoup qui ont été aussi comme toi dans la pédagogie quand même. Parce que l'Exo, tu me l'avais confié, ouais. Tu t'es retrouvé avec tout un tas de personnes dans cette house que tu n'aurais de prime abord jamais côtoyé dans la vie de tous les jours. Tu t'es retrouvé avec des personnes qui se sentent... Je ne veux pas dire différentes, mais je sais que la plupart des gens utilisent ces mots-là. Elles se sentent différentes, et moi aussi. Donc, ce n'est pas un terme péjoratif en soi, parce qu'on n'est pas pareil. Bon, on n'est pas pareil, c'est un grand mot. On n'est tous pas pareils. Voilà. De toute façon. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup été éduqué sur le sujet LGBTQIA+, grâce à Agathe, qui, elle, c'était ma prof. C'était ma prof. Et t'as Elisa aussi qui m'a éduqué sur les personnes de petite taille. Et t'as Ilia. Ilia, oui. Lui, c'était oh là 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 là, qu'est-ce que je l'aime, Ilia. C'est un philosophe. Oh, ouais. En fait, Ilia, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est que moi, je suis arrivé dans la house, tu vois, et j'étais en mode, tu sais, je regardais tout le monde comme ça. Et vraiment, j'avais jamais vu des personnalités comme ça. Oui. Sur le coup, t'as dû dire, ça me change du commando parachutiste. Du coup, j'arrive là, mais vas-y, tranquille, on y va, tu vois. Du coup, j'arrive et tout, on discute et tout, et au début, ça parle que des termes que je comprends pas. Je comprends pas, je te dis la vérité, je suis là, je comprends pas. Et il y a, comment ça s'appelle, Agathe, elle me documente, elle me dit, voilà, ça, c'est ça. Bon, on a une première altercation parce que j'avais pas compris. Donc là, elle m'a expliqué en s'énervant. Après, je l'ai pas pris mal. Il y en a, ils apprennent par l'échec et en se faisant crier dessus. Du coup, vas-y, sur le coup, ça m'a saoulé, mais après, bon, j'ai essayé de comprendre. Et t'as Ilia, ce que j'ai kiffé avec lui, c'est que je suis arrivé, j'ai dit, mais toi, on dit elle ou il, c'est comment? Il m'a dit, écoute, moi, je m'en fous, tu dis ce que tu veux. J'ai dit, ah ouais, vas-y, trop bien. Ça va, quoi. Et on n'a que rigolé, tu vois. J'ai pas vu un gay ou un... Tu sais, j'ai vu Ilia, la Suisse, trop bien et tout. On parle, on rigole. Tu sais, je me suis pas dit, il est à côté de moi, mais il veut me draguer, il truc. Non,
c'était mon pote. Et ça, j'ai grave kiffé, tu vois. C'est ça qui est bien chez toi et je pense que c'est pas pour rien que tu as été élu lors du dernier Prime Ouais, de ouais. tous les enjeux, le candidat préféré Ouais, d'ailleurs, des viewers. Non mais c'est parce que toi, Lexo, j'ai l'impression que tu vois pas un gay, tu vois pas un hétéro, tu vois pas un blanc, tu vois pas un noir, tu vois pas un pan, tu vois un humain. Voilà, je vois une personne. Donc moi, c'est ça que j'ai kiffé. Et au début, je te mens pas, c'était dur pour moi. Parce qu'il y avait beaucoup de... tu sais, j'étais... quand il y avait Agathe, Nour, Niki, là, c'était dur parce que moi, j'avais beaucoup de questions. Parce que Niki, Nour, de temps en temps, elle se sentait homme, de temps en temps, elle se sentait femme, de temps en temps, elle se sentait yel. Et ben moi, je savais pas pourquoi, comment, truc. Donc, j'avais besoin de savoir si... admettons, aujourd'hui, c'est elle, demain, c'est il. Ben, comment je sais que demain, c'est il, yel, qu'est-ce que c'est? Genre, comment tu te sens? Et pour pas me tromper, tu vois. C'est plus pour son respect, tu vois. Genre, pour pas dire que je manquais de respect. Parce que une fois, je me suis trompé avec Niki. Niki qui est un homme transgenre. Voilà. Et un jour, j'ai dit elle. Mais c'était sans faire exprès, parce que dans ses manières, il est un peu efféminé et tout. Et ben, moi, je me suis fié tu sais, dans le truc, tu vois. C'était pas pour lui manquer de respect. Et ils m'ont fait la réflexion. Et moi, j'étais là en mode... et sur le coup, j'ai dit oui, pardon et tout. Mais dans ma tête, j'étais, putain, si je me trompe et tout. C'est-à-dire que quand je parlais, j'étais là, il faut que je réfléchisse. C'était une dinguerie. C'est-à-dire que j'étais là, mais je comprenais pas et tout. Et dès que j'avais une question, ben, c'était mal perçu, c'était mal pris. Et moi, j'étais l'hétéro qui comprend rien. Je suis pas de leur monde, je comprends rien. Et je me sentais grave jugé. Mais non, mais t'es trop une patte, Lexo. Ouais, c'est mais moi, génial, moi, je trouve ta posture. Oui, mais moi, je me disais quoi? Mais est-ce que c'est bien si je dis ça? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça, j'ai le droit de poser comme question? Et tout. Mais c'était vraiment un but pour... tu sais, après, ouais, je connais moi aussi, ouais. Bon, mais de toute façon, ce que je retiens, c'est que ça a été une aventure riche en rebondissements et t'as pu apprendre certainement beaucoup sur toi et sur les autres. C'était lourd. Voilà. Et d'ailleurs, tu vas commencer le stand-up. Ouais, j'ai commencé le stand-up. De base, j'avais dit que je commence mon stand-up une fois que j'aurai 10 000 abonnés sur les réseaux. Je me suis dit, je me crée une fanbase. Bon, c'était un peu une excuse. Hein. J'aurais pu commencer avant, mais c'était une excuse. Donc, j'ai eu mes 10 000 abonnés sur Insta. Du coup, j'ai dit, bon, j'attends encore un peu. Donc, j'ai pris encore plus d'abonnés. Je suis allé à l'émission OO. Et dans l'émission OO, je ne sais pas pourquoi, j'avais une grande envie de... Je sais pas, je me suis dit, là, je suis prêt et tout. Donc, je me suis dit, dès que c'est fini, je commence. Et ben, c'est pas moi qui ai postulé pour ma première scène, c'est Toiba. Toiba, qui était candidate aussi de l'émission We Are Open, De l'émission. qui a démarché pour toi. Voilà, elle m'a démarché sans me le dire et elle m'a dit, voilà, ben, tu pourras commencer telle date et tout. Et ben, c'est un joli cadeau. Donc ouais, Toiba, je te remercie beaucoup. Sauf si ça floppe là. Ah, putain. Et l'essentiel, c'est de passer à l'action. Voilà, dans tous les cas, je le ferai, même si c'est un flop, ça me ferait une bonne expérience. Et bah, après, j'en ai une autre samedi, là, donc je me lance. Et quand je fais un truc, je fais jusqu'au bout et je suis là pour que ça. Et bah, félicitations, Lexo. Vraiment, ce fut un plaisir de partager cette interview en toute intimité à tes côtés, d'en apprendre plus sur ton parcours de vie, qui est complètement intéressant, et également sur ces sujets de société qui sont très importants. Et il faut en parler de ces sujets-là. Ton compte Instagram, c'est Lexo officiel. Ton compte TikTok, c'est Lexo-Duspi. Exactement. Ah oui, speed quoi. Voilà. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. C'est très important. Bye bye. Bye.